Ça, c'était à l'ancienne. Bonjour, merde, j'ai cassé l'ardoise. Bonjour à toutes et à toutes. J'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau sur le plateau du Live Imagiast pour la 4e émission. J'espère que vous vivez de grands moments bien confinés, toujours avec le moral, et que cette époque qui est quand même un petit peu unique vous permet quand même de tenter de nouvelles choses et d'aventurer, de faire de nouvelles expériences. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de mon côté, je trouve que les journées passent à une vitesse de malade. Alors, d'une part, elles passent hyper vite, mais en plus, elles se ressemblent toutes. J'arrive presque même à oublier quel jour on est. Sauf le mercredi. Parce que le mercredi, il y a le live. Alors certes, nous ne sommes pas vraiment super extra nombreux. La dernière émission a été suivie en live par une petite vingtaine de personnes. Mais bon, moi, je trouve que c'est déjà assez extraordinaire de faire ma petite télé comme ça dans mon studio, dans ma buanderie, et d'avoir 20 personnes qui me regardent tous les mercredis. Alors, du coup, j'ai quand même écouté un certain nombre de retours de certains sur les réseaux sociaux, et l'émission est désormais diffusée à la fois sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Donc à vous de choisir la plateforme qui vous convient. Alors, ce sera un format de 30 minutes, ce qui est largement suffisant pour bien faire le tour de nos sujets et pour pas devenir boring pour certains qui m'ont fait la remontée l'autre jour. Alors, moi, je vous le dis depuis le début, je fais cette émission avant tout pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir également, et je fais ça comme je fais mon métier de photographe. C'est du plaisir, ça doit être du bonheur, ça doit être... Je ne dois même pas avoir l'impression de bosser pour le faire, même si vous savez très bien que derrière tout ça, il y a quand même un petit peu de boulot. Alors, quand je vous ai dit en début d'émission que j'avais le plaisir de vous accueillir, et ben c'est vrai, c'est vraiment un kiff perso. Du coup, aujourd'hui, c'est une grande première avec 2 écrans de contrôle pour voir s'il y a quelqu'un dans le chat. Donc là, je regarde, je vois mes messages. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans le chat que je vois si ça fonctionne? Parce que je devrais avoir un écran qui me permet de donner les 2 chats, celui de Twitch et celui de YouTube. Pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois toujours rien. Êtes-vous là? A priori, il y a du monde. Hein. On est déjà au mois. Ah bah voilà. Bonjour Léa. Léa de Strasbourg. Bonjour. Et bonjour à Anne-Marie. Jean de là-bas, chez toi. Chat Twitch. Ok, super. Donc il y a du monde. Merci. Déjà, il y a au moins 2 personnes. Plus quelques-uns qui peut-être n'ont pas encore trouvé le bouton du chat, mais ça, c'est pas... La voix est décalée, ça, c'est pas grave. T'as qu'à cligner les yeux une fois sur 2, la voix va se recaler correctement. C'est le flux vidéo, le temps qu'il arrive en Alsace. Je dis ça pour Coco et Valérie. Et Jean fonctionne aussi bien sur YouTube que sur Twitch. C'est mon testeur préféré. Bon, bah ça, c'est parfait. Alors, très honnêtement, le fait d'avoir 2 plateformes et un seul écran, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, on va quand même y arriver. Et puis si on merdouille un peu, ce sera aussi rigolo pour les archives. Alors, maintenant, nous allons passer au thème de l'émission qui va bouleverser votre vie de photographe. Bon, bouleverser, c'est peut-être un petit peu fort. Hein. Allez, générique. Voilà, cette émission effectivement est consacrée au mode manuel. Donc elle va particulièrement vous aider si vous êtes dans les cas suivants. D'abord, si vous faites de la photo avec votre boîtier depuis un certain nombre d'années, de temps, de mois, et que vous vous demandez ce que veut dire le petit M sur la molette et surtout comment vous en servir. Ensuite, il va vous aider cette émission si vous faites parfois des photos floues ou que vous n'êtes pas vraiment content de votre résultat quand vous prenez une photo. Et elle va vous aider également si vous faites des photos avec un iPhone et que vous pensez que vous ne pouvez pas contrôler le mode de prise de vue. Alors, vous l'avez compris, nous allons faire en sorte de vous faire découvrir tout le potentiel de votre appareil photo, quelle que soit la marque, quel que soit le prix, du moment qu'il soit débrayable en mode manuel. Alors, pour savoir si votre appareil est débrayable, il suffit de le regarder. Donc, par exemple, on va changer et mettre une vue caméra comme ça. Ouh, vous voyez mes mains. Si je prends cet appareil Fuji ici, par exemple, il n'y a pas de mode manuel sur l'appareil Fuji.
En revanche, vous avez sur les bagues et sur les molettes des petits A qui veulent dire automatique. Et dès que vous quittez le petit A, je vais vous montrer le petit A précisément. Vous voyez, on le voit bien ici, un petit A ici. Il y a un petit A ici aussi en orange. Il y a un petit A ici aussi. Là, voilà, hop, il est de ce côté-là. Voilà, dès que vous quittez le mode petit A, vous êtes en mode manuel. Donc là, j'ai les réglages de mon ouverture, bien sûr, directement sur l'objectif. Ici, j'ai les réglages de ma vitesse sur ce boîtier. Et ici, j'ai les réglages de mes ISO. Ça, c'est sur ce boîtier-là. Si je prends un deuxième exemple pour faire plaisir à tout le monde, un boîtier Canon, un petit réflexe super rigolo d'ailleurs, très bien celui-là, il n'est pas cher du tout. Et bien là, en fait, j'ai ici un mode M. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la molette, oui, je pense qu'on le voit bien. Voilà, et ce mode M ici, bah, c'est celui qui me permet d'avoir tous les réglages à la main. Alors, le premier réglage, les ISO, la sensibilité, c'est un petit bouton. Donc, je vais allumer ce truc-là, voilà. Et donc, je sais pas, hop, on va mettre l'écran dans ce sens-là. Oh, ça, je ne me suis pas entraîné, donc ça ne va pas être facile. Vous voyez qu'ici, vous avez les ISO, l'ouverture et la vitesse. Et avec la petite molette qui est là, eh bien, je peux changer. Vous voyez, là, je change la vitesse, par exemple. Hop, c'est assez facile. Et si je veux changer les ISO, eh bien, j'appuie sur le bouton et c'est pareil, je change mes ISO. Voilà. Et pour l'ouverture, c'est de la même chose. J'appuie sur un bouton et ça permet de faire fonctionner. C'est la rue Michel. Alors, donc vous voyez que quels que soient les appareils, vous allez pouvoir passer, et je reviens, coucou, vous voir, quels que soient les appareils, vous allez pouvoir effectivement passer en mode manuel en regardant, il faut quand même regarder dans le mode d'emploi, où est le bouton pour passer en mode M ou comment ça se passe. Alors sur un iPhone, c'est un petit peu différent. Sur un iPhone, il vous faut télécharger une application. Il y en a des gratuites. Alors je dis ça pour Eric justement qui me posait la question, si jamais il nous regarde. Il y en a des gratuites, des applications, il y en a des payantes. Faites un tour sur l'Apple Store pour les tester. Alors personnellement, moi j'utilise une application qui s'appelle Camera Plus et qui est vraiment super sympa, qui permet de tout avoir en mode manuel, plus des filtres, des tas de choses. Et j'utilise aussi l'application Lightroom, parce que oui, l'application Lightroom existe pour les smartphones. Alors ça, je ne sais pas si ça existe sur Android, mais en tout cas sur les iPhones ça fonctionne. Et vous avez tout le catalogue, mais aussi un mode appareil photo dans Lightroom, dans cette application. Bon. Maintenant, vous avez sélectionné le mode manuel de votre appareil. Il vous faut identifier trois choses. Comment régler la vitesse, je vous l'ai montré, l'ouverture et la sensibilité. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ça vous rappelle peut-être le triangle de l'exposition. Vous savez, ces fameux trois curseurs qui nous permettent de jouer sur l'exposition de notre photo, à savoir l'ouverture, la vitesse, les ISO, c'est des mots qui doivent comme ça rentrer dans votre tête parce que vous allez les avoir tout le temps en tête quand vous serez en mode manuel. Et donc, on garde aussi dans la tête de la même façon toutes les incidences que ces trois curseurs ont sur la luminosité, la profondeur de champ, le flou et le bruit numérique. Alors vous savez que je suis un ancien formateur et que dans mon ancien métier de formateur, il y avait un adage qui était essentiel, qui était de dire que pour que l'on comprenne bien, eh bien il faut en formation répéter, 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 répéter. Et du coup, je vais vous repasser l'émission consacrée à la vidéo avec un appel, c'est-à-dire l'émission 3, alors pas en entier bien sûr, juste la vidéo sur le triangle de l'exposition. Comme ça, vous vous remettez tout ça en mémoire. C'est parti! L'exposition d'une photo est primordiale. Il faut capter de la lumière partout, le plus également possible, sans oublier les hautes lumières, ni négliger les basses lumières. C'est particulièrement important dans la photo de paysage, car on se retrouve souvent avec des plans exposés différemment. De l'ombre sous les arbres, du soleil au loin sur la montagne, etc. De quels outils dispose-t-on? Et qu'appelle-t-on le triangle de l'exposition? Voici globalement ce que l'on cherche à comprendre. À chaque sommet de notre triangle correspond un outil à notre disposition. Un curseur que vous pouvez bouger pour influer sur l'exposition. Parlons du premier, la sensibilité. La sensibilité, on va l'exprimer en ISO. Plus votre valeur d'ISO va être élevée, plus votre capteur va être capable de voir dans le noir. Mais attention à ne pas trop s'emballer parce que sinon on risque de voir apparaître du bruit numérique sur votre photo ou sur votre vidéo. Chaque appareil photo dispose d'une plage d'ISO
allant de 50 à 12 500 ISO, voire plus sur certains modèles. Le second curseur, c'est la quantité de lumière qui va entrer dans l'appareil. C'est l'ouverture. Elle se règle en jouant sur le diaphragme, le diaph. C'est un iris qui s'ouvre plus ou moins et qui donc fait rentrer plus ou moins la lumière. Donc, si on fait une photo en pleine journée et que l'on laisse rentrer la lumière à l'intérieur trop longtemps, on risque d'avoir une photo surexposée. Si la lumière baisse, on va ouvrir le diaphragme pour laisser rentrer plus de lumière. Mais là aussi, jouer avec l'ouverture a des conséquences sur un autre phénomène, la profondeur de champ. Le fait d'avoir un arrière-plan plus ou moins flouté. On reviendra là-dessus très prochainement. Enfin, le troisième curseur sur lequel on va jouer, c'est la vitesse. Plus exactement, la vitesse d'obturation. C'est elle qui va gérer le temps pendant lequel le capteur va être exposé à la lumière. Et plus il y a de lumière, plus ce temps de pause doit être court pour éviter la surexposition. Je ne résiste pas à vous montrer le système ingénieux des deux volets qui viennent obturer votre capteur pendant le temps de pause, qui peut aller de plus d'une seconde à 1/4 millième de seconde sur certains appareils, voire plus. A noter que l'obturateur peut être mécanique ou électronique, ou les deux. Mais attention, jouer avec ce curseur peut aussi provoquer un autre phénomène, un phénomène de filet derrière votre sujet. Ça peut être assez esthétique, si c'est volontaire, en revanche ça peut être gênant si c'est involontaire. À bientôt. Voilà, donc ça vous l'a remis en mémoire, donc normalement tout est bon. Alors je vais jeter un œil sur le chat pour voir si vous avez des questions, et vous voyez le chat en direct. Salut ma petite sœur d'Alsace, désolé je suis en retard, c'est pas grave Pauline, coucou Pauline, Pauline qui nous suit de Bretagne, je suis content que tu sois là. Alors voilà, maintenant, bon, pour le chat il n'y a pas trop de... Ouais, la nouvelle transition a été cool. Alors maintenant, je vous propose de faire des photos parce qu'on est là pour ça quand même, hein. Donc on va plonger au cœur de mon capteur en connectant l'appareil photo avec un petit câble, hop là, qui est là, à un enregistreur. Et de cette façon, vous allez pouvoir être à la place du capteur, à la place en fait du photographe qui regarde dans le viseur ou sur son écran en arrière de la scène à photographier. Bon. Je ne vais pas vous raconter des cracks. En fait, j'ai enregistré les séquences du capteur parce que techniquement, c'était un peu compliqué pour moi de faire tout seul le direct sans me mélanger les pinceaux et en vous expliquant correctement comment ça fonctionne. Du coup, je vous ai préparé deux petites vidéos. La première séquence, c'est la découverte des indicateurs que l'on voit à l'intérieur du viseur ou sur l'écran arrière et ce sont eux qui vous permettent de passer en mode manuel très facilement. Allez, on y va pour la première vidéo. C'est parti. Salut Nathalie. Nous voilà devant une scène sympa avec un joli combi Volkswagen, Tony, mon sujet, et un beau feu d'artifice dans la baie de Cannes. Cette première scène est correctement exposée. Le premier indicateur indispensable à repérer, c'est l'échelle d'exposition que vous voyez en blanc sur la gauche de l'écran. Elle est graduée de -3 à +3, le curseur étant actuellement à peu près sur la position 0. C'est l'échelle d'exposition, c'est votre ordinateur de bord. L'intelligence de votre boîtier vous permet de lui faire confiance car elle vous donne une vue précise de l'exposition de la scène. Ensuite, vous avez la fameuse triplette vitesse, exposition, sensibilité que vous commencez à bien connaître maintenant. Donc, vous voyez que je suis positionné avec une vitesse de 1/15e, une ouverture focale f de 11 et une valeur d'ISO de 1250. Tous ces éléments se changent soit avec des molettes sur votre boîtier, soit en digital sur l'écran tactile. Vous devez absolument repérer les molettes, les joysticks et les écrans qui vous permettent de modifier ces éléments.
Sur les boîtiers réflexes, vous avez souvent une molette pour la vitesse, une autre pour l'expo et un bouton pour changer les ISO. Sur mon boîtier Fuji, par exemple, ce sont 3 molettes différentes, dont une située directement sur l'objectif, la molette qui me permet de régler la focale, bien sûr. Enfin, l'indicateur essentiel à bien repérer également pour votre mode manuel, c'est le cadre de focus. C'est le petit carré que je suis en train de faire bouger à droite et à gauche. Il vous permet d'indiquer à votre appareil la zone sur laquelle vous souhaitez faire la mise au point. C'est essentiel. En général, cette manipulation se fait à l'aide d'un joystick ou d'une molette à 4 axes qui est située à l'arrière du boîtier. Repérez également cet emplacement et entraînez-vous à déplacer le curseur. Et voilà, donc vous l'avez compris, les molettes sont vos amis. Je ne ferai pas le jeu de mots. Mais bon, vous venez de faire le tour de tout ce qu'il faut dans le capteur, enfin en regardant sur les écrans, pour pouvoir travailler en mode manuel. Vous avez bien repéré les 3 curseurs, l'échelle qui vous permet de bien voir si votre expo est correcte. Maintenant, on va regarder ensemble, toujours dans cette vue capteur, comment les différents curseurs interagissent avec la quantité de lumière qui fabrique notre exposition. Alors, si vous êtes prêts, on y retourne. Cette vidéo-là, elle fait 4 minutes et on se retrouve juste après. Ça me permettra de rallumer une caméra qui s'est éteinte. Vidéo. Nous revoilà avec notre combi, Tony et le feu d'artifice. Pour le moment, notre scène est correctement exposée, le curseur de l'ordinateur de bord est bien positionné sur le 0, à peu près. En observant les valeurs actuelles, je vous précise que la valeur de vitesse est très basse et que, sans trépied, je risque fort d'avoir une photo floue. La preuve, si j'en prends une avec l'appareil dans les mains, clic-clac, c'est tout flou. Donc que faut-il faire? Tic-tac, 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 tic-tac. Vous avez 5 secondes pour me dire. Augmenter la vitesse. Effectivement, c'est une bonne réponse. En augmentant ma vitesse d'obturation, je vais diminuer mes risques de flou de bouger. Je vais donc passer à 1 centième, je vais faire ma photo et pas de flou de bouger, mais en revanche, une nette sous-exposition. Je suis effectivement à -2 IL via mon ordinateur de bord. Ah mais au fait, on n'a jamais parlé des IL. Nous reviendrons dessus dans une vidéo dédiée. Retenez juste que les IL, aussi appelés stop, EV ou diaph, sont juste une manière de mesurer la lumière. Pour faire simple, à chaque fois que vous doublez la quantité de lumière, vous augmentez d'1 EV. Et à chaque fois que vous divisez la quantité de lumière par 2, vous diminuez d'1 EV. C'est simple. Bon, pour revenir à notre photo, quelle solution pour augmenter la vitesse tout en conservant une exposition correcte? Ouvrir le diaph ou monter en ISO? Bonne réponse. Nous allons regarder la première solution, ouvrir le diaphragme. Si je passe à une focale de 4,5 par exemple, je rentre à nouveau dans la bonne zone d'exposition. Photo. Ma photo est bien exposée, mais le fait d'avoir ouvert mon diaph a aussi eu une incidence sur la profondeur de champ. Effectivement, Tony est bien net, le Volkswagen Combi est un peu moins net et le feu d'artifice encore moins. J'ai créé un flou d'arrière-plan et un flou d'avant-plan. Et là, vous pouvez voir que si je balade mon carré de l'exposition sur différents éléments, je vais ajuster la netteté par rapport au centre de netteté que je choisis. C'est aussi simple que ça. Et si je voulais augmenter encore plus ce flou d'arrière-plan, pour mieux détacher mes sujets et les faire ressortir encore un peu plus? Eh bien, il me suffit d'ouvrir encore plus mon diaph et de passer, par exemple, à 2,8. Mais là, que vient-il de se passer? Bim, surexposition. Alors que me reste-t-il comme solution? Tic-tac, 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 tic-tac. Vous avez 5 secondes pour me dire. Baissez les ISO. Et oui, c'est tout bête. En enlevant la lumière artificielle créée par une valeur élevée d'ISO, je retourne à une bonne exposition. Alors, on va revenir, par exemple, à 320 ISO. Voilà, ma photo est bien exposée. J'ai gardé la même profondeur de champ de 2,8 et donc mes sujets sont bien isolés.
Mais si la photo que je voulais faire devait être nette sur tous les plans, je vais revenir à mes réglages, c'est-à-dire vitesse 1 centième, focale de 11, voilà, et ISO 1250. Le fait d'avoir une focale de 11 me permet d'obtenir un plan de netteté sur tous mes sujets. Donc, que faut-il que je fasse sans toucher à la vitesse pour ne pas avoir de flou de bouger? Tic-tac, 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 tic-tac. Vous avez 5 secondes pour me dire. Monter les ISO. Oui, exactement, c'est la bonne réponse. Donc, si je passe par exemple à 6400 ISO, on voit que ma photo, elle est prise et elle est bien exposée. Objectif atteint, j'ai bien un plan de netteté identique sur mes 3 sujets. Alors attention, en zoomant dans la photo, je risque de voir apparaître du bruit numérique. Le bruit numérique, je vous rappelle, ce sont des petits pixels carrés, pas très sympas, qui rendent la photo moins belle. Et nous revoilà, c'est moi. Alors, ça fait déjà 17 minutes qu'on est ensemble. Ça passe d'une vitesse, c'est dingue. Ça doit être l'effet confinement. Alors, ces 2 vidéos nous permettent de bien comprendre les incidences de nos réglages. On a joué avec nos 3 curseurs. On a réalisé que l'on pouvait maîtriser parfaitement la lumière, la profondeur de champ, le flou et même le bruit numérique. Maintenant, je vais vous parler très concrètement de ce qui se passe quand on est photographe et que l'on prend son boîtier pour aller faire des photos. Alors globalement, quand vous prenez votre boîtier pour aller faire des photos, souvent c'est soit pour aller faire des portraits, première situation, du paysage, de la photo de sport, de la photo d'animaux, de la photo d'enfants, ou de la photo d'enfants et de la photo d'animaux, de la photo en ville, de la photo ce qu'on appelle urbaine, ou de la photo en intérieur. Chacune de ces situations de photographe va vous demander d'adapter vos réglages. Mais à chaque fois, vous allez avoir un objectif, soit l'ouverture, soit la vitesse, soit la sensibilité. Alors moi, mon expérience, celle que je vais vous partager, c'est la suivante. Donc je vais passer là. Hop là, bonjour, bonjour, ça faisait longtemps que... Allez tiens, bisous, une de mes modèles. Christina. Alors moi, quand je fais du portrait, je donne priorité au flou d'arrière-plan. Donc vous voyez que derrière la tête, on voit rien, c'est le halo. En fait, c'est pris dans une pièce, ça vous permet d'effacer complètement le décor à l'arrière. Vous n'avez pas besoin d'un fond gris, d'un fond blanc, d'un fond vert. Vous faites comme vous voulez. À partir du moment où vous avez une grosse profondeur de champ, votre arrière-plan disparaît. C'est comme l'arrière-plan qu'il y a derrière moi. Là, je suis filmé avec un super objectif qui ouvre à 1,2 pour avoir une très très grande profondeur de champ. D'ailleurs, je peux même le blouser. Hop là! Et je suis flou et je suis net, et je suis flou et je suis net. Donc vous voyez que ça peut des fois être flou ici et puis net là, ce qui est l'essentiel, toujours les yeux et le reste derrière. Bon, ça c'était quand je fais du portrait. Maintenant, quand je fais ici et que je fais du coup du paysage ou de la photo urbaine, je donne priorité à la netteté partout. En même temps, je regarde le chat, je ne dois pas faire ça, donc je regarde le chat. Oui, je mettrai des mannequins hommes la prochaine fois. Alors, quand je fais du portrait, je donne priorité ça y est, je m'en mets les pinceaux. Quand je fais du paysage ou de la photo urbaine, je donne priorité à la netteté partout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit net du premier plan au dernier plan. C'est comme ça que je fais, moi, de la photo de paysage. Quand je fais de la photo de sport, voilà, quand je fais de la photo de sport, eh ben, j'essaye que le sujet qui est l'essentiel de ma photo, soit net. Du coup, là, c'est le petit gars en noir. Qui peut me rappeler le nom de ce petit gars en noir, d'ailleurs? Il s'appelle Bernard Hinault. Ça y est, c'est revenu d'un seul coup. Donc, quand je fais de la photo de sport, là, c'est bien sûr sur la netteté et donc la vitesse que je vais jouer pour avoir un sujet qui soit absolument parfait. Idem quand je fais de la photo... Idem quand je fais de la photo d'animaux ou d'enfants. Alors mes enfants sont grands, hein, j'en fais aussi des photos d'eux, mais que je parle de petits enfants, ceux qui bougent un peu partout quand vous voulez les prendre en photo et qui sont toujours un peu flous parce que justement ils bougent beaucoup. Donc voilà, quand vous faites ça, là aussi vous allez donner une priorité sur la photo pour la netteté. Donc ça paraît évident. Alors, le truc qui change un peu, c'est quand je fais de la photo en intérieur. Là, la netteté, bien sûr, elle doit être là, c'est évident. Par contre, on va très souvent éviter d'utiliser des flashs en intérieur pour garder l'atmosphère et la lumière, l'ambiance lumineuse. Du coup, on va monter en ISO et là, c'est la sensibilité du capteur qui va être essentielle. Alors, ça donne quoi ?
Si je résume tout ça, mes objectifs à chaque fois que je fais des photos, vous voyez, quand je fais de la photo de portrait, c'est l'ouverture qui compte. Quand c'est du paysage, c'est la netteté sur tous les plans. Quand c'est des enfants ou des animaux, c'est la netteté et la vitesse. La vitesse toujours pour le sport et les ISO, la sensibilité pour la photo d'intérieur. Alors, on peut dire qu'en gros, grande ouverture du diaph, quand je fais du portrait. Alors, quand je dis grande ouverture, ça veut dire que le chiffre de votre diaph, il doit être inférieur à 4. D'accord ? Pour du paysage, c'est petite ouverture du diaph. Et donc, c'est ouverture supérieure à 11. En général, quand je suis au-dessus de 11, ma photo, elle est nette du premier plan au dernier plan. Les objectifs, souvent d'ailleurs, qui sont larges, hein, donc nos objectifs grand angle, il y en a qui vont jusqu'à 22, voire 28. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment aller faire un plan de netteté parfait. Pour la photo de sport, c'est la vitesse. Alors, je vous ferai une petite vidéo dans 2 semaines sur justement chacun de ces points-là pour voir des différences et vous donner des trucs et des astuces. Parce que quand on dit régler la vitesse de votre appareil photo au 1 millième pour faire quel sport? Si je fais une photo de golf, 1 millième, c'est pas assez pour que ma balle, au moment de l'impact, soit nette. Il faut que je sois à 4 millièmes. Voyez. Donc voilà, je vous donnerai des petites astuces comme ça. Pour la photo d'enfants ou d'animaux, 1/500e, c'est largement suffisant. Il bouge moins vite qu'une Formule 1. Et pour la photo d'intérieur, donc vous gérez vos ISO, mais avec une montée qui est développée. Vous allez développer vos propres automatismes. Et c'est donc avec l'entraînement, ça vous permettra d'ajuster vos curseurs, vos petites molettes qui sont devenues vos amis, et toujours en fonction d'une priorité qui sera, suivant le type de photo que vous faites, soit l'ouverture, soit la vitesse, soit la sensibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez choisi votre priorité, vous mettez avec votre molette votre ouverture sur 2,8 par exemple, et vous n'y touchez plus. Ensuite, c'est les 2 autres curseurs qui vont jouer pour que le curseur de l'exposition vienne bien à peu près au niveau du 0. Voilà, une fois que cette règle elle est intégrée, vous savez travailler en mode manuel. Ça nous aura pris, on est quoi là, 25 minutes. Et donc, du coup, on va arriver bientôt à la fin de l'émission, parce que je vous ai dit que ça ne durait que 30 minutes. Mais je vais faire quand même une petite parenthèse sur le fait que cette émission, c'est aussi une façon pour vous de vous exercer à faire des photos, à filmer, à faire du montage. Du coup, c'est un truc qui doit vous servir, hein, c'est évident. Donc hier, j'ai reçu une vidéo assez rigolote qui nous montre les effets de ces différents réglages de nos 3 curseurs. Je vais vous la présenter et la voilà. Et elle doit avoir la tête qui tourne, la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, il est 17h58, 59, on va vite terminer l'émission. Bah, je ne suis pas, moi, à 5 minutes près, hein. Je regarde le chat pour voir s'il y a des questions et je vois que, donc oui, je mettrai des mannequins hommes la prochaine fois. J'en fais de temps en temps. Hein. Il y a pas de, j'ai pas de, voilà. Hein. Enfin, quoi, c'est souvent quand même plus des filles. Alors, ok. Donc, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à me regarder, à me les envoyer. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est donc faire un petit coucou aux gens qui me suivent, qui partagent les émissions, parce que, alors, dans ceux à qui je pense qui doivent peut-être regarder là, c'est Xavier qui regarde du Portugal. C'est tous mes amis alsaciens
Alsaciens qui regardent donc de Colmar ou de Strasbourg. C'est Tony, un ami de plus de 30 ans. C'est Elena, une amie de Toronto qui regarde. Et puis tous les autres que je ne vais pas citer, mais que j'embrasse bien bien fort. Dernier point avant de se quitter, pour terminer cette émission, je veux aussi remercier les personnes qui justement partagent sur les réseaux les liens que je publie, qui s'abonnent à la chaîne YouTube, la chaîne Imageas, qui s'abonnent au compte Instagram, et de cette façon qui m'aident à partager et à faire connaître la chaîne. Parce que même si vous avez bien compris que je ne m'attends pas à devenir riche et célèbre sur YouTube, je ne m'attends pas à devenir une star, un YouTuber de malade, mais le fait d'avoir des abonnés, ça m'encourage à continuer ces émissions et à partager les petites choses que je connais. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous revois dans une semaine pour une émission qui sera consacrée à la vidéo. Alors, à tout bientôt. Générique.